On continue avec notre chapitre 4. Dans ce chapitre-là, on va parler ensemble des séries chronologiques et des tendances linéaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces séries chronologiques-là? Qu'est-ce que ça va nous indiquer, les tendances linéaires? Ben pour ça, on va s'introduire un petit peu la raison de la série chronologique, parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait de statistiques, on avait des données qui provenaient de plusieurs variables, et ces variables-là avaient été sélectionnées à un moment précis. Hein, on va faire la collecte de données et on va par exemple demander le nombre d'enfants dans un ménage, ben c'est le nombre d'enfants au moment où la question a été posée. Dans 3 ans, peut-être que ce nombre d'enfants-là va avoir augmenté, on ne le sait pas. Avec les statistiques actuelles qu'on a, on ne peut pas déterminer ça. En statistique, par contre, on va en avoir des situations où nos variables vont être plutôt des variables qui évoluent selon le temps. On va évoluer selon un nombre d'années, on va évoluer à chaque semaine, on va évoluer à chaque heure, à chaque minute même. Donc, on a besoin d'avoir une méthode pour étudier ces variables-là qui évoluent dans le temps. On va faire ça avec les séries chronologiques et avec la tendance linéaire. On y va déjà avec la série chronologique. Série chronologique, qu'est-ce que c'est? Donc, on se définit un petit peu c'est quoi une série chrono. En gros, c'est une liste de données qui va représenter une seule variable qui évolue dans le temps. Donc, on va avoir plusieurs valeurs à notre variable et ces valeurs-là vont être associées à différents moments dans le temps. On va être intéressé par ces séries chronologiques-là parce que ça va nous permettre d'aller évaluer comment est-ce que notre variable a évolué selon le temps. Donc, est-ce qu'on a augmenté, est-ce qu'on a diminué, est-ce qu'on a plutôt quelque chose qui est stable et qui n'a pas bougé? C'est ce que va nous permettre d'étudier la série chronologique. Pour répondre à ces questions-là d'augmentation par rapport au temps, de diminution ou de stabilité, il va falloir qu'on se définisse des nouveaux outils statistiques. On va parler notamment des mesures de variation. Et pour ça, ben, on va avoir besoin de se définir une petite notation que vous allez reconnaître en sciences. Vous avez déjà vu cette notation-là. Nous, on va l'utiliser pour les séries chronologiques. Donc, mesure de variation, on va définir pour commencer la notation dont je vous parlais. Cette notation-là, c'est la notation de fonction. On va l'utiliser pour la variable étudiée. Vous avez déjà vu la notation de fonction. Nous, on va juste l'appliquer ici dans ce cas-ci. En effet, nous, comme on travaille avec des variables qui évoluent, on a des risques d'avoir des valeurs qui vont changer selon le temps. Et pour bien identifier ces valeurs-là, pour ne pas être obligé de toujours faire une explication de 3 lignes avant de donner la valeur qui nous intéresse, on va plutôt utiliser la notation mathématique pour donner la valeur exactement au temps qu'on est en train d'étudier. Donc, nous, on va définir la variable V au temps t comme étant V de t. Vous avez déjà vu cette notation-là. Nous, on va l'utiliser dans nos mesures de variation plutôt. On va pouvoir utiliser V de t pour simplifier surtout l'appel de nos valeurs selon le temps qu'on est en train d'étudier. On se donne un petit exemple pour utiliser V de t. Donc, dans ce cas-ci, on veut déterminer les valeurs demandées sur la série chronologique suivante. On voit une série chronologique ici. On a des masses salariales en millions de dollars pour les Blue Jays de Toronto et pour le Toronto FC. On a une période qui évolue de 2012 à 2019 et on a réduit ça dans un tableau ici. Dans ce cas-ci, si on regarde notre tableau, on a les masses salariales des Blue Jays et du Toronto FC une par-dessus l'autre. On a chacune des années et on est allé chercher chaque valeur de ces masses salariales-là à chaque année pour les rentrer dans notre tableau. Ceci étant dit, on cherche à trouver, par exemple, la variable V indice BJ de 2012. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire la masse salariale des Blue Jays en 2012. Donc, je vais à la ligne masse salariale des Blue Jays, à la colonne 2012, et j'obtiens 102 millions de dollars. On pourrait faire la même chose pour 2019, V indice BJ 2019, donc masse salariale des Blue Jays, 2019, j'ai 111 millions de dollars. Finalement, V indice FC de 2019, donc masse salariale du Toronto FC, en 2019, on a 21 millions de dollars. Donc, on est capable d'utiliser, de faire référence à masse salariale des Blue Jays en millions de dollars en 2012 avec rapidement une petite notation mathématique qu'on connaît déjà. Ceci étant dit, on est prêt à se définir une mesure de variation. La première mesure qu'on se définit ensemble, ce sera la variation absolue. Cette variation-là, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, tout simplement l'augmentation ou la diminution de notre valeur dans une certaine période donnée. Donc, supposons qu'on parlait de la masse salariale comme précédemment et qu'on voulait voir de combien est-ce qu'on avait augmenté ou diminué entre 2012 et 2019, ben, on pourrait utiliser la variation absolue. Cette variation absolue-là, on va la noter delta V, donc delta pour variation, V pour la variable qu'on étudie.
et on va la calculer un peu comme avec notre étendue dans les mesures de dispersion. On va prendre la valeur de notre variable à la fin, moins la valeur de notre variable au début. Et la différence qu'on va obtenir, ce sera notre augmentation de notre diminution, ce sera notre variation absolue, tout simplement. On va pouvoir interpréter cette variation absolue-là avec certaines informations, notamment la variable étudiée. Ça reste encore important dans ce cas-ci. On va vouloir donner une augmentation ou une diminution. Donc, variation absolue, ça peut être soit positif, soit négatif. Donc, si c'est positif, on va avoir une augmentation. Si c'est négatif, une diminution. On veut l'indiquer dans notre interprétation. On va donner la valeur et les unités de notre variation absolue. Les unités, on va en parler un petit peu tantôt, mais ce sera toujours les mêmes unités que ceux qu'on étudie, sauf pour un cas en particulier qu'on mentionne dans une remarque juste après. Et on va surtout indiquer la période étudiée. Période étudiée, vous devez me l'indiquer parce que si vous me dites que, par exemple, la masse salariale des Blue Jays a augmenté de 10 millions de dollars, sans m'indiquer que c'était, par exemple, de 2012 à 2018, ben je ne saurais pas que vous avez étudié entre 2012 et 2018. Ça pourrait très bien être entre 2007 et 2008. Si vous ne m'indiquez pas la période étudiée, votre variation absolue n'a pas beaucoup de sens. Donc, on indique notre période étudiée. Ceci étant dit, ça nous donnerait quelque chose qui ressemble à ça. On a la variable a augmenté ou diminué de valeur plus unité de mesure entre moment de départ et moment de fin. Donc, on indique la période étudiée avec le départ et la fin de cette période-ci. Ceci étant dit, il reste encore à parler des unités parce que je vous ai mentionné qu'il y a un type de variable qui n'aura pas les mêmes unités pour sa variation absolue. Et ce type de variable-là, ce seront les pourcentages. Quand on parle d'une variation absolue, ça se pourrait qu'on soit en train de travailler sur des variables qui sont déjà exprimées en pourcentage. Supposons que vous parlez, par exemple, de votre note globale à un cours et que ce cours-là, vous l'avez fait 2 ou 3 fois. Ben à ce moment-là, l'augmentation de votre note ou la diminution de votre note va déjà être en pourcentage. Pour distinguer le pourcentage de l'augmentation du pourcentage, on va utiliser comme unité des points de pourcentage. Donc, c'est ce qu'on vous indique dans cette remarque-là. Il faut faire attention parce que si vous avez une variation de, disons, 10% à 12%, vous avez augmenté de 2 points de pourcentage, pas de 2%. Pourquoi? Parce que si vous dites que vous avez augmenté de 2%, ben votre 10% va être devenu 10,2%. Il faut faire une grosse distinction entre augmentation en pourcentage et augmentation en points de pourcentage. Donc, cette remarque-là, elle est super importante. Si vous travaillez avec des pourcentages, parlez de points de pourcentage, sinon, ça n'a aucun sens. Ceci dit, on fait un petit exemple, et ensuite de ça, on pourra conclure sur ce qu'on vient de dire avec la variation absolue. Donc, dans cet exemple-là, je vous demande de comparer la variation absolue de la masse salariale des Blue Jays de Toronto de 2012 à 2019 avec celle du Toronto FC. Pour ça, on va reprendre notre tableau avec l'évolution des masses salariales et on va aller chercher la bonne formule qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, variation absolue, on a besoin de V fin moins V début pour obtenir la variation absolue. Ici, on veut comparer les Blue Jays et le Toronto FC, donc on va aller chercher de chaque côté à quoi ça ressemble. Du côté des Blue Jays, on va aller remplacer dans notre formule ici, on a la variation pour les Blue Jays, ce sera la valeur des Blue Jays à la fin, moins la valeur des Blue Jays au début. Ici, la fin c'est 2019, le début c'est 2012, et on peut remplacer par les valeurs qu'il y a dans notre tableau. Donc en 2019, la masse salariale des Blue Jays était à 111 millions de dollars, en 2012, 102 millions de dollars. On fait cette différence-là et on obtient 9 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ça veut dire que la masse salariale des Blue Jays a augmenté de 9 millions de dollars entre 2012 et 2019. On fait la même chose du côté du Toronto FC. Là, je n'irai pas en grand détail, je vous laisse regarder cette démarche-ci. Dans ce cas-ci, ça vous donne 13 millions de dollars. Donc, la masse salariale du Toronto FC a augmenté de 13 millions de dollars entre 2012 et 2019. On pourrait comparer ça ici, 9 millions, 13 millions, c'est pas énormément différent. Bon, on parle de 4 millions de dollars, il n'y a personne qui a ça, 4 millions de dollars dans son compte en banque dans notre cours, dans notre classe, mais ça pourrait, pour des masses salariales, 4 millions de dollars, c'est pas si gros que ça. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire que les deux masses salariales sont les deux masses salariales ont augmenté de façon assez similaire. On a augmenté de 9 millions pour les Blue Jays, 13 millions pour le Toronto FC, c'est pas si pire que ça. Dans l'exemple qu'on vient de faire, donc on vient de conclure qu'on était capable de
commenter l'évolution de chaque masse salariale individuellement. Par contre, avec ce qu'on a obtenu, on se disait que 9 millions et 13 millions, c'était très similaire entre eux. Dans ce cas-ci, on va se rendre compte que c'est pas tout à fait réel. C'est pas vrai que 13 millions et 9 millions de dollars, c'est très similaire pour le Toronto FC et pour les Blue Jays. Pourquoi? Ben parce que quand on compare ici les Blue Jays et le Toronto FC, on compare deux ligues sportives complètement différentes. D'un côté, pour les Blue Jays, on est dans la MLB. La MLB, c'est la ligue majeure de baseball. Au baseball, on a des masses salariales monstrueuses. Alors que du côté du Toronto FC, on parle plutôt de la MLS, la Ligue majeure de soccer. Et au soccer, les masses salariales, du moins dans la MLS, sont bien moins grandes que dans la MLB. Donc, c'est normal qu'on on puisse pas comparer les deux situations entre elles. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des monstres pour les masses salariales et de l'autre côté, on a des masses salariales qui sont beaucoup plus raisonnables pour le Toronto FC. Dans ce cas-ci, il va donc falloir conclure que notre augmentation de 13 millions pour le Toronto FC est beaucoup plus significative que le 9 millions des Blue Jays. En effet, le Toronto FC, si vous regardez au début, en 2012, on était à 8 millions. On a augmenté de 13 millions. 13 millions, c'est presque 2 fois le 8 millions qu'on avait. Donc, en bout de ligne, on a une augmentation qui est beaucoup plus significative pour le Toronto FC que pour les Blue Jays. En effet, les Blue Jays, 9 millions, au début, on était à 102 millions, puis à la fin, on était à 111 millions. C'est pas énorme comme augmentation. Donc ici, il va falloir qu'on se définisse une nouvelle méthode pour aller comparer ces données-là. Ce qu'on faisait normalement quand on voulait comparer, c'était qu'on relativisait nos résultats. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller relativiser nos résultats pour pouvoir les comparer adéquatement. Donc, on va faire ça dans une prochaine vidéo. On va se parler de la variation relative pour la suite de cette mesure de variation-ci.